Alors, je me présente, je suis professeur Hanan Jeloun, je suis professeur de l'enseignement supérieur au CHU de Casa. Alors, j'ai le plaisir d'animer et de co-animer cet atelier avec professeur Jiloul. Donc, elle est professeure assistante avec moi au service au CHU d'Ibn Rushd. Alors, soyez les bienvenus. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser une chose, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je préfère que ça soit à fur et à mesure que laisser jusqu'à la fin. Bien sûr, s'il y a des questions à la fin, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des questions à fur et à mesure, je veux que ça soit interactif. D'accord? Comme ça, on va en tirer le maximum, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, donc, on a la spirométrie. On va parler de la spirométrie, non pas l'aplétissement, la spirométrie. Alors avant, je vais tester un petit peu vos connaissances. D'accord? Si vous le permettez, on va essayer de répondre ensemble. Première question. Parmi les éléments suivants, quels sont les facteurs qui peuvent influencer les résultats d'une spirométrie? Donc, il y a le poids du patient, le sexe, la température de la pièce, la qualité du calibrage de l'appareil et l'indice de masse corporelle. Vous en pensez quoi? Tout? Vous êtes d'accord? Oui? Parfait. Ah bah ça fait plaisir. Deuxième question. Une spirométrie peut être réalisée avec un masque nasal pour évaluer l'ensemble de la fonction pulmonaire. Sinon? Non. On utilise quoi normalement? Un embout buccal. Parce que sinon, ça va être des pertes. On ne va pas mesurer tous les volumes. Troisième question. Quel est le rôle du pneumologue concernant l'instruction du patient? Informer le patient des risques du test. Assurer une coopération active du patient pour un effort maximal. Ne donner aucune instruction concernant l'effort à fournir. Demander au patient de respirer normalement tout au long du test. Interpréter le résultat uniquement. Donc, on informe le patient, bien sûr, des risques de test, bien qu'il n'y a pas vraiment de risque, mais il faut lui expliquer. Assurer une coopération active du patient pour un effort maximal. Ne donner aucune instruction concernant l'effort à fournir. Au contraire, vous allez voir ce que vous faites d'habitude. Donc, on donne des instructions qu'on mène au patient. Demander au patient de respirer normalement tout au long du test. Ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des variations. Et interpréter les résultats uniquement, ben non, ce n'est pas notre rôle. Il faut que le test soit fait par nous, c'est-à-dire tout ce qui est coordination, coopération, etc. C'est nous qui l'assurons. Il n'y a pas que les résultats qu'on doit interpréter. Alors, excusez-moi, vous êtes résident de quel service? De quelle ville? Tanger. Marhaba. Agadir. Rabat. Marrakech. Fès. Ah ben c'est varié, tant mieux. Marhaba bikoum. Quatrième question, quels facteurs peuvent fausser les résultats d'une spirométrie? Et donner des exemples éventuellement si vous en avez. Une mauvaise technique, mauvais effort ou positionnement incorrect, le manque de coopération du patient, les conditions cliniques, infection respiratoire aiguë, asthme non contrôlé, des facteurs environnementaux, température de la pièce trop froide ou trop chaude, l'utilisation de médicaments bronchodilatateurs sédatifs. Finalement, tous les paramètres, tous ces résultats peuvent... tous les facteurs peuvent, c'est-à-dire influencer les résultats d'une spirométrie, effectivement. On va voir ça un peu plus en détail. Quelles sont les contre-indications absolues à la réalisation d'une spirométrie? Les maladies infectieuses respiratoires aiguës, l'hypertension non contrôlée, post-opératoire immédiat de chirurgie thoracique, obésité sévère, grossesse à terme. Voilà. Donc, il n'y a pas de contre-indication absolue. Il n'y a que des contre-indications relatives. C'est-à-dire, au cas par cas, c'est au cas par cas, c'est-à-dire on va voir l'importance et la gravité du cas du patient, c'est-à-dire le fait que la spirométrie soit vraiment obligatoire. On va voir avec son médecin traitant. Si c'est vraiment obligatoire, on va le faire. Il n'y a pas de contre-indication absolue. Pas de contre-indication. Maintenant, si on revient, on change absolu par relatif. Qu'est-ce que ça va être comme réponse? Oui. Disons que ici, j'enlève absolu, je mets relatif. Est-ce que c'est des contre-indications? Oui, hypertension non contrôlée. Déjà les maladies infectieuses, respiratoires infectieuses, contagieuses. Normalement, non. L'hypertension non contrôlée. Normalement, c'est le contraire. Post-opératoire immédiat de chirurgie thoracique.
Normalement, il faut au moins, je pense, 4 semaines. L'obésité sévère, est-ce que c'est une contre-indication? Alors là, ni relatif, ni absolu, ni rien du tout. Au contraire, vous faites le FR, la spirométrie pour les patients obèses, pour la restriction, les SOH, le SAOH, etc. Au contraire, c'est une indication. Et la grossesse à terme, en elle-même, ce n'est pas une contre-indication absolue, c'est en fonction de l'urgence. Ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend de l'urgence. 5e question, la spirométrie est contre-indiquée chez les patients ayant récemment subi une crise cardiaque. D'accord, 1 semaine. Mais, toujours, ça reste relatif. Ça dépend de l'urgence devant laquelle on est. Ça dépend. C'est-à-dire, on va voir l'évaluation avec son médecin traitant pour voir est-ce que c'est vraiment nécessaire, obligatoire, indispensable. D'accord? Mais ça reste relatif et c'est vrai, il vaut mieux, c'est-à-dire retarder la spirométrie dans ce cas-là. La spirométrie peut être utilisée pour évaluer la fonction pulmonaire des patients avant une intervention chirurgicale. Beaucoup, chirurgie thoracique surtout et abdominale. Un test de spirométrie peut être effectué pendant une exacerbation aiguë d'asthme sans risquer d'aggraver la condition du patient. Non, si, parce que la spirométrie et l'asthme, c'est nous, pneumologues. Et normalement, il n'y a pas vraiment, à moins qu'il y ait une intervention chirurgicale à faire, etc. Mais, c'est-à-dire, spiro, patient en exacerbation, on ne va pas lui faire la spirométrie. Idéalement, c'est le savoir le stabiliser. Il faut le savoir le stabiliser, le traiter stabiliser, pour voir vraiment, parce que là, les chiffres qu'on va avoir, ça va être faussé par l'exacerbation. En tout cas, pour nous, peut-être parce que c'est une urgence, il doit se mettre sur la table dans l'immédiat, oui, on va la faire. Mais pour nous, pour étiqueter, ventilatoire, sévère, pas sévère, ça va être sévère. Donc, non, il faut qu'il soit stabilisé, comme l'exacerbation même de BPCO, ou comme une pneumopathie. Il faut qu'il soit traité, sinon, il n'y a pas vraiment d'indicateur, c'est une indication pulmonaire respiratoire stricte. Quelles sont les indications cliniques les plus fréquentes pour réaliser une spirométrie? Le diagnostic et le suivi de maladies respiratoires obstructives ou restrictives, telles que la BPCO, l'asthme, PID, l'évaluation du risque préopératoire pour évaluer la capacité et la fonction respiratoire, l'évaluation de la fonction pulmonaire chez les fumeurs ou les travailleurs exposés à des risques professionnels, silice, amiante, l'évaluation du pronostic, petite erreur, l'évaluation d'une invalidité dans un contexte médico-légal. On peut les indiquer la spirométrie dans tous les... Vous n'êtes pas d'accord, dites-moi. Parfait. La courbe débit-volume est la courbe la plus importante, représente le débit d'air expiré en fonction du volume pulmonaire, permet d'évaluer la dynamique de l'expiration forcée, renseigne sur le VMS et la CV forcée, ne renseigne pas sur les débits expirés maximaux distaux de 1,25 séquence 75. Alors, quelle est la courbe la plus importante? Parce qu'il y a la courbe débit-volume et il y a la courbe volume-temps. Quelle est la plus importante? Débit-volume, donc c'est celle la plus importante. Représente le débit d'air expiré en fonction du volume pulmonaire. Volume-temps. D'accord? Permet d'évaluer la dynamique de l'expiration forcée. C'est la technique. Renseigne sur le VMS et la CV forcée. Oui. Ne renseigne pas sur les débits expirés maximaux distaux. Ça ressemble. On a le débit de 75, les fractions justement de la capacité vitale forcée. Donc c'est ABCD. La courbe débit-volume caractéristique d'un emphysème peut présenter une pente plus douce lors de l'expiration forcée. Oui ou non? Comment est la courbe d'un emphysème passant emphysémateux? Qui dit emphysémateux passant BPCO? Vers le bas, elle est beaucoup plus douce. Parce qu'il y a une cassure, justement. Il n'arrive pas à expulser tout son air, justement. Parce qu'il y a l'emphysème, altération des parois alvéolaires, etc. Il n'arrive pas, justement, à expirer tout son air dans les poumons. Donc, on a une courbe plus douce vers la fin. Parmi les affections suivantes, lesquelles sont les plus couramment diagnostiquées ou suivies par la spirométrie? Asthme, PID, apnée du sommeil, BPCO, DDB. Qu'est-ce que vous voyez dans la consultation? Et
BPCO, c'est les plus fréquentes. Qu'est-ce que le rapport de Tifno permet d'évaluer? Les volumes pulmonaires, la capacité pulmonaire totale, la réversibilité d'une obstruction du voie respiratoire, la restriction pulmonaire, les débits bronchiques. Qu'est-ce qu'il permet d'évaluer? Le rapport de Tifno. Le rapport de Tifno, c'est pour rechercher quoi? L'obstruction, c'est-à-dire les débits bronchiques. Et donc, tout ça? Exactement. Après, si on trouve un TVO, les volumes et les capacités, c'est plutôt l'aplatismo. C'est-à-dire, c'est pas ça, c'est plutôt, voilà. La restriction, non. Ça, c'est les débits bronchiques. Dans quel cas peut-on avoir une obstruction des voies respiratoires, ce qui se reflète par une réduction du rapport de Tifno? Asthme, emphysème, scoliose, BPCO et fibrose. Asthme. Quoi d'autre? Quoi d'autre? L'emphysème. Alors vous êtes pour réponse A, B et D. Scoliose et fibrose, ça donne quoi? C'est de la restriction. C'est les volumes, ce n'est pas les débits. Un VMS inférieur à 80% dans la valeur théorique indique systématiquement un trou ventilateur obstructif. C'est-à-dire? Alors, on parle d'un trou ventilateur obstructif, bien sûr, on va voir tout ça en détail, c'est juste, je suis en train de vous tester un petit peu. Un trou ventilateur obstructif, c'est Tifno. VMS, bas, haut, on s'en fout, c'est Tifno. Tifno bas, on va commencer à voir. Même VMS supérieur à 80% avec un Tifno qui est bas, c'est un TVO. Donc, à lui seul, 80 comme ça, la courbe, ce n'est pas suffisant pour parler d'un trou ventilateur obstructif. Il faut revenir toujours à la définition initiale. C'est clair? Sur quel index juge-t-on la sévérité d'un trou ventilateur obstructif? Le coefficient de Tifno, le volume résiduel, le VEMS, CPT, CVF. La réversibilité, la sévérité, c'est le VMS, ça c'est clair. Et enfin, le trou ventilateur restrictif est défini par une réduction du volume pulmonaire, la capacité pulmonaire totale. Les débits bronchiques sont conservés et mesurent l'aplatismo. Sa sévérité est jugée par la mesure du VMS et observée au cours de l'asthme. A, C. Il manque une réponse. Syndrome restrictif, c'est volume ou débit? Donc, les débits sont conservés. Donc, c'est A, B, C, finalement. D'accord? Parfait. Alors maintenant, c'est le plan suivant qu'on va suivre pour cette présentation. Encore une fois, je veux que ça soit interactif. N'hésitez pas à me poser des questions, s'il vous plaît. Donc, on va commencer par l'introduction, indication, contre-indication, méthode de mesure, conditions de réalisation, paramètres à mesurer, interprétation des résultats. Après, on va voir certains cas cliniques, Inch'Allah. Alors, la spirométrie est une investigation de base dans les explorations fonctionnelles respiratoires. Elle permet de mesurer les volumes d'air mobilisés par des mouvements respiratoires et les débits ventilatoires. Son interprétation dépend bien sûr des recommandations internationales. On voit toujours les recommandations, l'ERS, l'ATS, française, etc. Les indications diagnostiques, trou ventilatoire, pour rechercher un trou ventilatoire obstructif ou bien un profil restrictif. Pourquoi on parle de profil restrictif? Je n'ai pas dit trou ventilateur restrictif. C'est l'aplatismo qui va concerner. Alors, on parle profil restrictif, probablement une restriction, mais rien de confirmé. Pronostic, la sévérité pour voir la sévérité justement dans la maladie. Suivi thérapeutique, on va voir l'effet d'un traitement médical en répétant l'examen pour le suivre l'évolution, sont dans le temps. On refait les examens, comme vous savez, chez les asthmatiques, les BPCO, les PID sous traitement, etc. Interro-médico-légal, pour juger justement la capacité pour l'indemnité et la maladie professionnelle, vous savez ça. Le bilan préopératoire avant une chirurgie thoracique ou anesthésie générale, généralement on demande aussi la spirométrie. Alors les contre-indications, on en parlait tout à l'heure, elles sont toutes relatives. C'est bien écrit là,
tout relatif. Chaque cas est un cas particulier. Il faut voir avec l'importance, l'obligation de l'examen et voir avec son médecin traitant. D'accord? Sinon, en gros, les contre-indications relatives, donc il y a les conditions qui affectent les pressions intrathoraciques et intra-abdominales, pneumothorax, chirurgie thoracico-abdominale moins de 4 semaines, une grossesse à terme. D'accord? Parce qu'ils vont augmenter la pression intrathoracique. C'est une contre-indication qui reste relative. Par exemple, on a une femme qui est à terme et malheureusement, elle a un problème hydronéphro, je ne sais pas moi, une intervention sur le cœur doit absolument être opérée. Alors on va lui dire non, 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 si c'est l'urgence, il y a l'urgence. Les infections actives, notamment une infection respiratoire ou systémique transmissible, active ou soupçonnée, y compris la tuberculose. Bien sûr, on ne va pas, par exemple, la période de Covid, on ne faisait pas généralement, c'est-à-dire en gros, ça reste relatif parce que les interventions, on faisait quand même la spirométrie. On ne faisait pas la spirométrie parce qu'il y avait un risque de contamination du matériel, contamination du personnel, contamination des autres malades, même si on faisait la désinfection, mais le risque était tellement élevé, on ne faisait pas la spirométrie, sauf les cas d'urgence, bien sûr. C'était le cas chez vous, j'imagine. Alors, les conditions physiques prédisposant à la transmission d'infections, telles que l'hémoptysie, les sécrétions importantes purulentes, des lésions buccales, des saignements buccaux, des choses qui vont transmettre la maladie, donc il ne faut pas faire la spirométrie. Les conditions cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde moins d'une semaine, on a parlé tout à l'heure de la crise cardiaque moins d'une semaine, mais encore une fois, ça dépend du patient, ça dépend du cas qu'on a devant nous. L'hypotension et l'hypertension sévère, l'arythmie auriculaire ou ventriculaire significative, l'insuffisance cardiaque décompensée, le cœur pulmonaire aigu, l'hypertension pulmonaire non contrôlée, l'embolie pulmonaire cliniquement instable, l'anamnèse d'un syncope lié à la toux ou à l'expiration forcée. Donc, ça a des contre-indications également cardiovasculaires, mais qui restent relatives. Les conditions augmentant la pression intrathoracique ou intraoculaire, un anévrisme cérébral, chirurgie cérébrale moins de 4 semaines, commotion cérébrale ou avec des symptômes persistants moins de 4 semaines, chirurgie oculaire moins de 4 semaines. Généralement, on laisse passer 1 mois après une chirurgie pour justement ne pas augmenter la pression, que ce soit pression thoracique, intracrânienne, abdominale. Donc il faut éviter, mais ça dépend des cas. Les conditions augmentant la pression dans les sinus et l'oreille moyenne, pareil, chirurgie des sinus ou les chirurgies de l'oreille moyenne, moins d'1 semaine. C'est clair? C'est clair jusqu'à présent? Alors les complications, les complications sont très rares, mais quand même on va les citer. Je ne pense pas que vous avez des complications vraiment lors de l'OFR. Une douleur thoracique, syncope, vertige, bronchospasme, infection nosocomiale due à la contamination, tout spasme paroxystique. Mais c'est vraiment exceptionnel qu'on ait c'est-à-dire des complications ou bien des complications au cours de la spirométrie. C'est vraiment extrêmement rare. Le type de spiromètre, bon, là ça reste à... C'est ancien, l'ancien spiromètre à cloche ou à eau, spiromètre volumétrique, on ne l'utilise plus, c'est encombrant, etc. Actuellement, les spiromètres électroniques, je pense, c'est ce qu'on a tous dans nos services. Ils permettent de mesurer les débits et fournir des volumes indirectement. Alors, les conditions de réalisation, avant de faire un examen, il faut connaître les conditions, dans quelles conditions il faut réaliser cet examen. La réussite de la spirométrie dépend de plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le test en lui-même, il y a l'environnement. Il faut assurer de bonnes conditions. Des conditions qui sont liées à l'appareil, au malade et à l'opérateur. Pour lier à l'appareil, il faut qu'il y ait un entretien régulier du matériel. C'est comme une voiture. Vous voulez une voiture qu'elle marche bien, il faut que vous ayez un entretien régulier. C'est pareil, il faut qu'on ait un entretien régulier du matériel. Ça, il y a les techniciens, il y a la biomédicale, il y a les sociétés qui fournissent l'appareil vont venir vérifier leur appareil. C'est un entretien régulier du matériel. Il faut qu'on fasse une calibration quotidienne de l'appareil par une seringue de volume de 3 litres à débit faible, moyen, élevé. Ça, vous le faites chaque matin. Avant la spirométrie, on doit absolument faire une calibration quotidienne. Pour tous les paramètres, ça, il faut le faire tous les jours normalement. Sinon, qu'est-ce que vous allez voir? Ce qu'on va voir après. Qu'est-ce que vous allez avoir après? Une mauvaise calibration, on aura des courbes. On n'aura plus ce plateau expiratoire dans la courbe volume-temps.
Le démarrage va être lent, la courbe ne va pas être fermée. Vous allez commencer à avoir des formes de courbes qui ne sont pas normales à cause de la calibration. Alors que vous allez dire, ah, c'est le passant, la coopération du passant. Alors que le passant, il n'y est pour rien. C'est la calibration tous les jours normale. S'il y a des spirométries dans les prestataires, ils disent qu'on peut faire des spirométries chaque jour sans faire le calibrage. Ça dépend du nombre de passants à obtenir. Si vous allez passer 1 ou 2 passants par jour, mais vous allez passer 15, 20 par jour, ça dépend. Mais normalement, il faut la faire tous les jours. Si vous avez un rendez-vous de 15, ben 15, le lendemain, le pauvre, le spirométre, il doit être recalibré. D'accord? Pour qu'on ne refasse pas les spirométries chez le patient, on va voir les courbes, c'est pas normal à refaire, prendre un autre rendez-vous, alors que c'est juste un problème d'appareillage. Ouais. Le test d'étanchéité mensuel de la seringue, selon les recommandations du fabricant, ça oui, le fabricant vous nous dire il faut faire l'étanchéité, etc. La configuration du logiciel soit d'être de la part du fabricant. Il faut prendre en considération les équations de référence et les meilleures valeurs. Généralement, lors de l'installation du spiromètre, c'est-à-dire il y a normalement le fabricant qui est avec nous, un représentant de la société, pour voir l'équation qu'on veut, les paramètres qu'on veut que ça soit affiché, parce qu'il y a tellement de paramètres, GLI, etc., les valeurs précisées, etc. Il faut la configuration du logiciel soit bonne pour qu'après, ça y est, c'est une routine. Le compte rendu, vous avez tout ce qu'il y a. Il manquait le paramètre, il manquait le paramètre. Bien sûr, pince-nez ou clip nasal, embout buccal ou filtre antibactérien à usage unique. Ça, vous le savez. Les facteurs liés aux malades. Il faut éviter de fumer, vapoter, utiliser une pipe à eau dans l'heure qui précède le test. Pourquoi? Pour éviter justement la bronchoconstriction aiguë qui est due à l'inhalation justement de cette substance. D'accord? Il ne faut pas qu'il fume 1 heure avant, quelle que soit la substance. Au moins 1 heure, en moins. Éviter de consommer des substances intoxicantes dans les 8 heures précédant le test. L'alcool, le cannabis, les médicaments, les sédatifs, etc. Parce qu'il y a un problème de coordination. Il ne va pas être dans les... il y aura un problème de compréhension. Donc, il doit être zen. Il faut éviter les sabats dans les 6 heures, les labas 12 heures, la théophiline 12 heures avant le test. Pour que les résultats ne soient pas faussés par ces bronchodilatateurs, justement. Éviter un repas lourd 2 ans avant l'examen. Ça va être relâché, il ne va pas faire d'efforts. Éviter d'effectuer des exercices vigoureux dans l'heure qui précède le test, en moins. Parce que ici, il y a la constriction, la bronchoconstriction qui est due à l'exercice en lui-même. Allez, le test qu'on va lui faire, ça va être 2 facteurs surajoutés, ça va être beaucoup pour le patient. Donc, il faut qu'il évite un exercice rigoureux. D'ailleurs, on leur dit quand ils viennent chez nous, ils montent les escaliers, ou rien que les escaliers, vous attendez, monsieur, 10-15 minutes, 20, une demi-heure, on va faire l'examen. Ne serait-ce que pour les escaliers de... D'accord? Éviter de porter des vêtements qui limitent considérablement l'expansion complète de la poitrine, de l'abdomen, ben c'est normal, pour qu'il inspire et expire normalement, qu'il fasse le maximum d'efforts. C'est clair? Lié aux malades également, il faut une bonne coopération du patient. Déjà, le patient doit être calme, détendu. Vous devez le rassurer que ce n'est pas un examen difficile, ce n'est pas un prélèvement sanguin, ce n'est pas une bronchoscopie, c'est un examen qui est simple, il faut le rassurer. Il doit comprendre ce qu'il va faire. Dans tous les gestes, il n'y a pas que la spirométrie. Broncho, ponction pleurale, il faut expliquer au patient. Sinon, vous l'expliquez, pour lui, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut l'expliquer pour qu'il soit calme et détendu, pour qu'on ait les meilleurs résultats, optimal pour le patient. Un repos au moins 15 minutes, et bien sûr, la position correcte. Le patient doit être assis, dos bien droit, menton légèrement élevé, le cou non plié et légèrement en extension, d'accord? Et les lèvres bien serrées autour de l'embout buccal. Il ne faut pas qu'il soit relâché avec un fauteuil comme ça. Il doit être bien assis pour qu'il fournisse l'effort adéquat, ce qu'on demande de lui. C'est clair? Ça, c'est le travail quotidien, ce que vous faites tous les jours. Ça vous prend quelques minutes, mais c'est bien de faire le point sur ça. Facteur lié à l'opératoire, bien sûr, il faut le rassurer. C'est un examen simple, non invasif, sans danger. Je vais l'expliquer et le redire. Expliquer l'intérêt, la technique en détail. Pourquoi on fait la spirométrie?
pour évaluer la fonction. Pourquoi évaluer? Parce que chacun est un cas, donc il faut leur expliquer. Démontrer d'abord la technique appropriée, il faut l'expliquer. Non seulement expliquer et démontrer. Maintenant, je le fais, il faut, c'est ce qu'on fait avec les patients. Il faut qu'on le démontre comment faire le test. Vérifier que le patient a bien compris les instructions. Hygiène des mains, bien sûr. Vérifier l'installation du patient avec la bonne posture, la bonne position et contrôler bien sûr l'appareillage, est-ce que tout va bien. Facteurs liés à l'opérateur aussi, c'est-à-dire avant tout l'examen, avant de parler, etc., il faut enregistrer certains éléments sur le logiciel. Nom, prénom, sexe, âge, groupe ethnique, le poids, la taille. Ce n'est pas des données anamnéstiques. Il faut le mesurer, le poids et la taille. Parce que là, je me suis mesurée il y a je ne sais pas quoi, ou là le poids, je me suis pesée, j'avais 90, maintenant je suis à, je ne sais pas, à 80, ou là il a maigri, il a grossi, ça va changer les paramètres, les résultats. Donc il faut le mesurer tous les jours, bon, c'est-à-dire lors de le test. Puis l'indice de masse corporelle, bien entendu. Alors les techniques de réalisation, il y en a deux. Vous savez quelles sont les techniques? Donc il y a la mesure de la capacité vitale forcée et lente. C'est-à-dire on l'utilise rarement, mais il faut connaître. Donc la manœuvre de capacité vitale forcée, donc d'abord il faut connecter le patient avec le pneumotachographe, avec la cabine qui est ouverte bien sûr. Il faut qu'il y ait une respiration normale, il faut laisser le patient respirer normalement, volume courant, 3-4 cycles de respiration normale avant de commencer le test. Avec le pince-nez, avec l'embout, avec etc. 3-4 respirations. Puis, le patient va faire une inspiration rapide et profonde avec une pause maximale à pleine inspiration de moins de 2 secondes. C'est-à-dire, il va faire... Il ne va pas faire... Il ne faut pas qu'il y ait une pause entre l'inspiration et l'expiration. C'est très important. Puis, il fait une expiration, comme j'ai dit, une expiration de suite sans pause, le plus vite, le plus fort et le plus longtemps possible, d'une durée d'au moins 6 secondes. C'est important, ce qu'on appelle le temps d'expiration forcé. Puis, tout en maintenant la bouche étanche autour de la pièce buccale, il faut éviter les fils, bien sûr, il doit garder. Il y a des fois, on fait le test, il y en a qui disent le premier geste, puis il l'enlève. Ou bien, ça y est, il ouvre sa bouche, etc. Il faut que les lèvres qu'il reste pincé sur l'embout buccal. Pas d'obstruction par la langue. Il faut bien sûr, quand vous mettez l'embout buccal, vous dites qu'il ne faut pas mettre la langue dans l'embout, il faut la mettre en dessous. Pas de flexion de la nuque. Il faut qu'il soit correctement assis. Puis il reprend une inspiration et une expiration normale afin d'obtenir la courbe inspiratoire. Alors, il fait le patient 3-4 respirations de cycle normal. Après, on va lui dire une inspiration rapide, une expiration profonde et rapide, le plus longtemps possible. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre l'inspiration et l'expiration. C'est très important, s'il vous plaît. Très, très important. Vous allez voir pourquoi après. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Non. D'un coup, il ne faut pas qu'il y ait une pause, parce que ça va fausser les résultats, vous allez voir. C'est clair? Standardisé pour tous les appareils? Non. Oui. Il y a des machines, ils n'enregistrent pas. Si tu mets un volume courant plus haut, ça taille l'expiration. Maintenant forcé plus haut, l'inspiration. Ça, c'est le problème de configuration initiale. Tu vas lui dire, je veux ça, je veux ça. Ils nous mettent inspiration, expiration. Même si on veut dès le départ, il va nous dire respiration normale, respiration, expiration normale. Même si on veut lui demander au patient expirer forcé, il ne va pas l'écrire. L'expiration forcée. Et effectivement, le logiciel, après 3-4 respirations, il nous dit inspirer profondément, expirer. Mais ça, c'est-à-dire, c'est le problème de configuration. Il faut revoir ça. Donc, cette manière. Mais après, mais l'appareil, là. Le fournisseur. Contactez le fournisseur, j'ai qu'un technicien, vous allez reconfigurer la chose. C'est juste... parce que normalement, il faut une respiration. Je ne vois pas le patient allégé, il ne va pas rien à faire. Non, il faut respirer 3-4 respirations normales, après il fait le geste, sinon il n'y a pas d'intérêt. C'est clair? La manœuvre de la capacité vitale forcée aussi, il faut répéter la manœuvre au moins
3 fois jusqu'à obtenir au moins et idéalement 3 manœuvres acceptables reproductives, on va voir ça. Et généralement pas plus de 8, parce que plus de 8, ça y est, le patient il est fatigué. Et c'est pour cela qu'au début, quand vous rassurez le patient, l'expliquez, vous lui dites que si vous faites les tests bien dès le départ, vous n'allez pas vous fatiguer et ça serait bien plus rapide, on va finir tôt. Parce que si vous le laissez à 3, 4, 5, 6, 8, là, au bout de 6e, 4e, il connaît rien. Ça y est, il est fatigué. Donc, il faut expliquer, c'est-à-dire ça serait bien que vous soyez parfait dès le départ. Mais 3, il faut au moins 3 manœuvres, 3 tests. Il faut encourager le patient à faire un effort maximal après chaque essai. Il faut l'encourager. Je ne sais pas si vous faites ça, mais nous, on crie pour l'encourager. Accorder au moins 1 minute de repos entre chaque essai, sinon plus, 5 minutes. Parce qu'il fait surtout l'expiration forcée, c'est fatigant, il faut le laisser se reposer avant de reprendre. Puis il y a la manœuvre de capacité vitale lente, on l'utilise moins. Dans la manœuvre lente, l'expiration et l'inspiration dans le spiromètre ne se fait plus le plus vite possible, ça se fait lentement. Le patient inspire d'abord à fond et expire après lentement et profondément tout l'air de ses poumons. Ou à l'inverse, il expire tout l'air de ses poumons et inspire lentement à fond. Donc c'est une manœuvre-là, mais on l'utilise rarement. Surtout, on utilise la capacité vitale forcée. Alors là, c'est les courbes qu'on a. Là, c'est la manœuvre rapide. Rapide, on va dire lente. L'expiration forcée, expiration lente. D'ailleurs, l'expiration forcée, c'est elle qui nous donne une idée sur le VMS, tout simplement. Et là, regardez, il n'y a pas de pic, il n'y a pas de VMS. Capacité vitale lente, mais bon, rien de plus. Alors, le résultat, c'est quoi? On va obtenir deux types de courbes. La courbe débit-volume et la courbe volume-temps. C'est ça, la courbe débit-volume, débit-volume. Et ça nous donne, ça c'est l'enveloppe expiratoire, ça c'est l'enveloppe inspiratoire. Vous connaissez ça? L'enveloppe expiratoire, l'enveloppe inspiratoire, les débits, le DEP, c'est ça, c'est le pic qui doit être un pic comme ça. Le pic le DEP, le débit expiratoire de pointe. Puis on a la capacité vitale forcée, les volumes. D'accord? Puis les débits normalisés. Puis la courbe volume-temps, c'est-à-dire volume et temps. Donc là, elle nous donne une idée sur le VEMS. Puis lors du plateau, on a la CV forcée. Et idéalement, on a dit c'est 6 secondes. Plus de 6 secondes. Moins de 6 secondes, ce n'est pas interprétable. Ce n'est pas suffisant. Alors, la courbe débit-volume, c'est la courbe la plus importante. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans les prérequis. La morphologie de la courbe donne une idée sur la nature du trou ventilatoire. Ça nous arrive souvent de voir la courbe et ça nous donne une idée déjà obstructive, restrictive. Vous arrivez à voir quand même, quand vous faites la spirométrie, avant de passer aux paramètres, et rien que la courbe, ça nous donne une idée, les tendances. Bien sûr, on va voir les paramètres plus en détail, les chiffres, etc. Mais juste la courbe nous donne une idée. Donc, elle donne les informations sur le cycle ventilatoire normal ou forcé, donne une idée sur le VMS-CV forcé, renseigne sur les débits maximaux, on a vu tout à l'heure. Point de départ et d'arrivée doit être superposable, avec une boucle fermée, important, ne doit pas être ouverte ou qui dépasse, doit être fermée comme ça, boucle fermée. Le début brutal de l'expiration, qui est l'angle droit avec l'ignorance des volumes, donc forme une raide, donc elle a une forme raide avec un DEP pointu. Le DEP doit être pointu. Ça, c'est l'idéal, ce qu'on devrait avoir. La fin d'expiration se fait généralement en pente douce régulière, comme cela. Dans l'emphysème, il est encore beaucoup plus douce. Le tracé de la courbe doit être continu sans crochetage. Des crochetages, il y a des fois on a des crochetages. Pas de tout, c'est-à-dire que son secondaire généralement à la toux, ou bien il reprend l'inspiration au cours de son test. Et doit être lu en intégralité, on doit voir tout. D'accord? Puis la courbe volume-temps, elle donne deux paramètres très importants. Le VMS et la CV forcée. Donc on a une ascension, comme ça. Puis on a le temps expiratoire forcé, c'est ça, de minimum de 6 secondes. Il faut absolument qu'on ait un 6 secondes pour valider le test. Absolument. Sinon, ça ne sert à rien, il faut refaire le test. Et elle finit en plateau expiratoire, regardez. Avec un mauvais calibrage, on va voir le plateau comme ça. Vous allez vous dire, ah, le patient il ne coopère pas bien,
alors que c'est problème de calibration, donc il faut voir avec le fournisseur ou bien vous faites la calibration vous-même. L'expression les résultats sont exprimés en valeur absolue, litres en millilitres. Il est en pourcentage par rapport aux valeurs de référence, ce qu'on a. Les valeurs de référence établies selon le GLI, Global Infection Initiative, idéalement à partir de cohortes de sujets en bonne santé, c'est-à-dire qui n'ont jamais fumé et sans antécédents de maladies respiratoires, ayant les mêmes caractéristiques anthropométriques. Donc ça, c'est les valeurs de référence qui sont normalement déjà dans le logiciel de configuration. Alors, pour interpréter, on a vu les conditions, les contre-indications et les indications. Maintenant, il faut savoir interpréter. Pour savoir interpréter, il faut chercher les critères d'utilisabilité, d'acceptabilité, de reproductibilité pour le VMS à la capacité vita forcée. C'est obligatoire. Alors, pour le critère d'acceptabilité, selon le RS 2005, ça change, bon, ça ne change pas vraiment par rapport à ce qu'il y a actuellement, mais bon, on va voir ça, on va passer pour les plus récents. Les critères d'acceptabilité, on dit que c'est-à-dire un tracé qui est acceptable, c'est un bon départ, c'est-à-dire le début de pointe qui est précoce, la courbe en pointe au sommet non aplatie, on avait dit ça, l'absence de taux de fermeture de glotte, l'effort expiratoire suffisant et soutenu, et pas de fin prématurée, c'est-à-dire l'expiration doit être complète avec une durée d'expiration minimum de 6 secondes. Ça, on l'a toujours. La reproductibilité, il faut au moins 3 manœuvres techniquement satisfaisantes. Pour le VMS CV forcé, l'écart entre les valeurs les plus élevées doit être inférieur à 150 ml. La courbe de forme similaire avec un sommet non aplati, parce qu'on va prendre plusieurs c'est-à-dire valeurs, il faut qu'il y ait la même courbe. C'est pour cela qu'on choisit. Au moins 3 manœuvres techniquement satisfaisantes. Sinon, poursuivre si possible jusqu'à l'obtention de ces critères avec un maximum de 8 manœuvres pour l'adulte. Qui ne se fatigue pas, sinon c'est un autre jour, on doit refaire un autre jour. Alors pour les critères de l'ATS et le RS 2019, voire 2022 aussi, donc il y a certains critères d'acceptabilité et de reproductibilité, on va voir ça en détail. Alors pour qu'on puisse dire qu'une manœuvre elle est utilisable, il faut que le BEV, le back extrapolate volume ou volume rétro-extrapolé, je vais détailler tout ça. C'est quoi? Donc on doit avoir moins de 5, le BEV doit être inférieur ou égal à 5% de la capacité vitale forcée ou inférieur à 100 ml si petit volume pulmonaire. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage défectueux de débit nul ou pas de dérive de système, no zero flow, plateau jamais atteint, le fameux plateau. Il ne faut pas qu'il y ait de tout, de fermeture glotique, surtout pendant la première seconde d'expiration. Alors on va détailler ça, c'est quoi? Alors, c'est quoi la manœuvre utilisable? C'est quoi le BEV? En fait, le BEV, c'est le volume de gaz qui est expiré avant le temps zéro. C'est ça la tangente. C'est le volume d'air qui a été expiré pendant la seconde qui précède l'expiration, normalement, le T0. Donc, c'est le volume d'air expiré avant le T0, c'est-à-dire le volume de gaz qui a été déjà expiré du volume pulmonaire maximal au taux zéro et qui est inclus dans les mesures de CV forcé, le VMS. C'est-à-dire, si le BEV est très élevé, on va l'augmenter. Donc, on va augmenter le VMS CV forcé, on va fausser les résultats. On va voir en détail. On le retrouve à 1 seconde avant le début de l'expiration forcée. C'est ça. Malheureusement, donc vous allez voir, parce qu'on va vous montrer des courbes début-volume, un peu différentes de courbes volume-temps également, de différentes structures et ce qu'on a sur le marché. Malheureusement, le BEV, il n'est pas toujours illustrable dans les courbes. Mais là, je pense que c'est un problème de configuration, parce qu'on ne savait pas. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur, c'est-à-dire le fournisseur vient, il faut qu'on lui dise « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Sinon, ils ne vont pas apparaître sur le compte rendu. Et ça, c'est important. Le BEV est très important. Donc, on le retrouve à 1 seconde avant, regardez. Donc, normalement, certains courbes, elles démarrent d'ici, une T0. Alors qu'on doit voir la seconde avant. C'est le BEV. C'est ça. D'accord ? Pour s'assurer que le VMS provient d'un effort maximal, le BV doit être inférieur ou égal à 5% de CV forcé, soit 100 ml, selon la valeur la plus élevée. Alors, un BEV trop grand est ajouté au VMS à la CV forcée, donc on aura les VMS CV forcés qui vont être surestimés, justement. Un BEV trop grand s'accompagne le plus souvent d'une hésitation du sujet au moment de l'expiration.
Alors que l'expiration, justement, c'est un retard, c'est un moment d'hésitation. Il va agrandir le BEV, donc il va surestimer le VMS, le CV forcé. Donc on aura des résultats qui sont faussés. Le temps voilà, c'est le temps d'hésitation qui est défini comme le temps entre le point d'inspiration maximale et le temps zéro, il doit être moins de 2 secondes. C'est ça, finalement. Il ne faut pas qu'il y ait de pause entre l'inspiration maximale et l'expiration maximale. Et ça, justement, dans la démonstration chez le patient, il faut que vous lui expliquiez et qu'il voit ça. Il ne faut pas qu'il y ait de pause. Il y a des fois, il vous fait... Non, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de faire d'un coup. Il ne faut pas qu'il y ait de pause. Sinon, c'est moins de 2 secondes, pas plus. Sinon, le temps d'hésitation va être responsable de ce BEV qui va augmenter les valeurs du VMS CV forcé et ça va surestimer les valeurs. C'est-à-dire on va passer à côté de peut-être des obstructions. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas bien compris ce paramètre. Alors, quand on fait sur la courbe, comment on la mesure? Comment le réduire selon la courbe? Le BEV, on a dit, il doit être inférieur à 5% de la capacité vitale forcée. Et normalement, c'est le logiciel, le compte rendu, justement, le compte rendu, il va te mettre le BEV shal, le patient. Pas le DEP shal, le VMS combien. C'est des paramétries, il faut savoir paramétrer, c'est-à-dire la prochaine fois, j'ai comme le fournisseur, il faut que je veux ça, 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 ça. Il y a des fois, au début, on ne savait pas. Ah non, c'est quoi? Non, c'est pas la peine. On va alourdir le compte rendu, on va alourdir le compte rendu. Alors que c'est très important finalement. Parce que là, tu vas voir à dire 250 ml, on va voir l'exemple, et vous, le 5% CV forcé, non, elle n'est pas utilisable cette courbe. Donc la tangente T0, c'est ce qu'on perpendiculaire ou Chez la tangente avec la montée justement de l'expiration. T0, bien T0 bêta, on aura ce qu'on la tangente, l'expiration, la tangente. Avec le BE, c'est ça. Et tu mesures cette distance-là. Pas le mesure, c'est le logiciel qui mesure. L'idée de visuellement. Alors ça donne ça concrétisme. Voilà. Moins de 5% capacité vitale, etc. L'exemple. Par exemple, chez ce patient, le BV de 5% CV, il est de 0,225. Logiciel, Hsblia, l'ARDL, très bien, mais bon, ça, parce que j'ai paramétré au début. Après, un patient, on retrouve, chez ce même patient, on retrouve un BV à 0,131. Inférieur à 225, finalement, il est utilisable, cette manœuvre. Là, on retrouve à 248, il n'est pas utilisable. Il est trop grand. Il va être surajouté le VMS, on va surestimer les valeurs. Et ça, c'est des paramétrages. Parce que quelqu'un qui vous ramène un bronchoscope, un scanner, un examen, c'est vous qui paramétrez. Normalement, c'est nous qui devrons paramétrer. Ils vont nous donner bien sûr leurs conseils, etc. Mais il y a plein de paramètres, normalement il y a plein de paramètres où on coche. Je veux ça, 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 et on aura ça dans le compte rendu. C'est pour cela que certains comptes rendus maintenant, on ne voit pas beaucoup de choses malheureusement. Vous allez voir. C'est rare, vous allez trouver un compte rendu complet, c'est rare, c'est vraiment rare. Alors, deuxième, pour que ça soit utilisable, pas de déréglage. Pas de réglage défectueux de débit nul ou no zero flow. Il faut que le plateau, il y a des fois le plateau n'est jamais atteint tout simplement. Ça c'est un problème d'étalonnage, de calibrage, etc. Le N0, cela signifie qu'il n'y a pas eu de correction automatique de débit d'air initial à 0, ce qui peut fausser les mesures. Il s'agit probablement d'un problème technique. Donc ça, la calibration. Là, des fois, on a la courbe, il fait son expiration et la courbe elle a tendance à augmenter comme ça, alors que normalement on doit avoir un plateau, problème de calibrage. Alors un exemple, donc erreur de débit, les débits sont surenregistrés, le point de référence du débit de nul de ce spiromètre a été réinitialisé à un niveau différent avant chaque manœuvre. Regardez, il n'y a pas un point fixe. Les débits sont surenregistrés et très variables, ce qui va entraîner un étalement des courbes volume-temps. Regarde les résultats dans la volume-temps. Le CV forcé est plus élevé que le VEMS, ce qui réduit faussement le rapport de Tifno. Pour éviter ce problème, il conseille d'obstruer le capteur lors de la mise à zéro ou tout simplement, il faut voir avec son fournisseur pour la calibration, pour l'étalonnage, etc. Là également, à droite, le test est valide à un point de référence exact du débit de nul. Regardez.
Il est précis. Par rapport là, il n'est pas précis. Là, il est précis, c'est un point bien précis. À gauche, le test est invalide. Regardez, invalide, le point de référence inexact du début de nul. Donc, le résultat plateau, résultat pas de plateau. D'accord? Alors, aussi, la même chose, CV forcé est beaucoup plus réduite que le VEMS. C'est ça. Augmentant faussement le rapport, cela peut produire des schémas erronés d'atteinte restrictive et masquer une véritable obstruction des voies aériennes. Pour éviter, bien sûr, de demander aux patients d'obstruer le capteur. Sinon, il faut demander au fournisseur de venir revoir l'appareil. Alors, manœuvre utilisable. Donc, on a vu le BEV, on a vu problème de plateau. Problème, pour être utilisable, il ne faut pas qu'il y ait de tout de fermeture glottique, surtout pendant la première seconde. Mais normalement, toute la manœuvre, le patient ne doit pas tousser, tout simplement. L'atout dans la première seconde produit des interruptions de courbe débit-volume. Regardez. Première seconde, dernière seconde, tout. L'atout. Il y a un retard également. Léger saut dans la première seconde de la courbe volume-temps. Regardez le saut. Donc, c'est-à-dire qu'il va retarder le VMS. L'atout réduit souvent le VMS. Proposer un verre d'eau peut résoudre ce problème, tout simplement. D'accord? Il ne doit pas tousser. Ou bien le laisser se reposer. Alors, on a dit le critère d'utilisabilité, il y a le critère d'acceptabilité. Il faut la manœuvre soit utilisable déjà, ce qu'on vient de voir. En plus de ça, il faut d'autres critères, ce qu'on appelle un des 3 critères de fin d'expiration forcée. Pas de preuve de fuite et pas d'obstruction de l'embout buccal ou spiromètre. Ça, c'est bien, bon, on le sait, il ne faut pas. Donc, on va voir ces 3 critères, c'est quoi? L'un des 3 critères de fin d'expiration, il faut qu'il y ait un plateau expiratoire d'inférieur à 0,025 lèvres dans la dernière seconde d'expiration. Dans la dernière seconde d'expiration, le minimum de 6 secondes, il faut qu'il y ait quand même un plateau expiratoire d'au moins 0,025. D'accord? Le temps expiratoire d'au moins 6 secondes. Si c'est un arrêt prématuré avant les 6 secondes, la CV forcée doit être reproductive ou supérieure à la capacité vitale forcée la plus élevée observée antérieurement. C'est-à-dire si on refait, le patient, ça y est, il est arrivé à ces 8 tests, on peut revenir sur les précédentes et voir le CV forcé supérieur, etc. Mais il vaut mieux refaire l'examen. Alors ça donne ça, donc les 6 secondes, il faut qu'il y ait un plateau vers la fin de la 6e seconde, c'est ce qui s'est passé ici normalement, généralement, il ne doit pas être comme ça. D'accord? Si arrêt, bon, ça on l'a vu. Alors manœuvre, arrêt prématuré, regardez l'arrêt prématuré, il est arrêté avant. La CV forcée est réduite et le VMS il est augmenté. La ligne pointillée distingue. Donc, il indique l'augmentation de la CV forcée avec seulement 5 secondes d'expiration supplémentaire. Donc, il y a les valeurs qui vont continuer à augmenter. Cette erreur peut entraîner une véritable obstruction des petites voies non détectées. Et pour résoudre ce problème, il conseille aux patients de continuer à expirer jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter. Il faut qu'il fasse ces 6 secondes, un minimum. Alors, utilisable, acceptable, maintenant reproductible. Reproductible pour les sujets de plus de 6 ans. Y compris les adultes, il faut que la CV forcée soit inférieure ou égale à 150 ml, la différence entre les 2 meilleures valeurs CV forcée acceptables. Parce qu'on a dit en moins 3 manœuvres, et on va voir s'il n'y a pas de différence de plus de 150. Le minimum, c'est-à-dire le maximum, moins de 150 millilitres entre les deux. Et le VMS également, moins de 150 millilitres. C'est clair? Pour l'enfant de 6 ans, c'est pas 150, c'est plutôt 100 ml, ou 10% de la différence entre les 2 meilleures valeurs CV acceptables. VMS, CV, c'est un peu différent. On est plus tolérant. Alors, l'application des critères d'acceptabilité et de productibilité. Donc, on a dit, idéalement, 3 manœuvres acceptables. Le cas contraire, il faut poursuivre jusqu'à l'obtention d'un test acceptable au maximum 8. Si le patient ne peut pas continuer, sauvegarder au minimum les 3 meilleures satisfaisantes. Sinon, on va lui demander de revenir pour refaire tout simplement le test pour avoir le bon résultat. Est-ce que c'est clair? Côté froid, côté chaud, bien? Alors, qu'en pensez-vous? Quelques tests. Pensez quoi de cette courbe? Rien que l'allure, rien que on n'a pas vu les paramètres, et c'est rien. Et la forme.
débit, volume, fermé, pas de crochetage, pic, normal. Ça veut dire qu'elle est normale avec pente tombée maximale, aspect pointu, fin d'expiration en pente douce, fermé, l'absence d'artefact de toux, etc. On peut dire ça. Ça, c'est l'idéal. Qu'est-ce qu'il y a là? Ils toussent. Effectivement. Et ça? Il a hésité à démarrer. Il a hésité ou quand il recommence pour la 2, c'est plutôt il n'y a pas assez d'effort. Début lent, puis pente non maximale. Ce n'est pas satisfaisant pour nous. Non. Ça? Fort de tout, un peu d'hésitation quand même. Mais la toux, c'est plutôt un crochetage. Je dirais, justement, il ne doit pas faire ça. Bon, ça va sortir sur les caméras depuis tout à l'heure. Avec ma voix, c'est parfait. Vous avez compris? Ça, c'est-à-dire, c'est pas une manœuvre qui est acceptable. Là, vous voyez quoi? Elle n'est pas fermée. Arrêt prématuré, elle n'est pas fermée. Ça. L'hésitation aussi. Avec le VMS, etc. Là, l'hésitation excessive, test invalide qui doit être supprimée. Une hésitation excessive déplace le pic débit-volume vers la droite et dessine une queue ascendante, progressive au début de la courbe volume-temps. Regardez, c'est pas ça. Les hésitations importantes augmentent souvent le VMS car le point de mesure à 1 seconde se déplace aussi vers la droite. Pour résoudre le problème, l'entraîneur recommande de déclencher l'effort immédiatement dès que le patient est prêt. D'accord? C'est-à-dire moins de 2 secondes. Inspirez, expirez. Il ne faut pas laisser traîner entre les deux. Ça. Plateau. Priori. Bien. Ça. Mais là, 6 secondes, mais 6 secondes, il n'y a pas 6 secondes. Je dirais 6 secondes, donc c'est pas rejeté. Ça. 6 secondes. Hein? Il n'a pas expiré, on a le plateau. C'est pathologique, il est pathologique. C'est restrictif. On a le VMS et le CV forcé qui ont diminué de façon rapprochée. Donc, c'est un restrictif, c'est un profil restrictif. On va voir ça. C'est pour ça qu'on se dit, rien que la courbe, ça nous donne une idée. Ça? Mais il n'y a pas de plateau. Deux ne finissent pas en plateau et traduisent donc ici des mesures techniquement non acceptables. Regardez, pas de plateau. 6 secondes ou mais amorce le plateau, alors qu'il devrait être, même s'il passe, regardez, ici, même s'il y a anomalie, il a fait son plateau. Ici, il n'a pas fait de plateau. Ça. Aucun effort. Bon, aucun effort, ça dépend du patient qu'on a devant nous. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de pic. Donc, il n'y a pas de pic de VMS, il n'y a rien. Réduit par l'absence de souffle. L'absence de souffle produit une courbe débit-volume sans pic net. Plus la poussée est faible, moins la courbe débit-volume pointue. Cette erreur entraînera des schémas erronés de troubles obstructifs. Pour résoudre ce problème, il est conseillé de souffler fort, vite et de maintenir la poussée initiale. C'est des problèmes de technique. Ça nous arrive souvent, ça. 6 secondes, 6 minutes à la mettre. Il continue à prendre. Et il se dit qu'on ne voit rien. Alors je dis, mais je vois, mais si je ne vous vois pas, là, je vois sur la courbe. Vous avez pris une inspiration. Non, madame, je vois, mais ça se voit. Ça se voit qu'il a pris son souffle encore. Il continue avec ses moyens à lui. Donc, respiration nasale supplémentaire au buccal. La courbe débit-volume présente plusieurs manœuvres et la courbe volume-temps présente des paliers croissants à la fin du test. Supprimez le test car le CV est élevé par erreur et sera reporté comme la valeur la plus élevée.
la fausse réduction du typhno qui en produira un schéma erroné trou-ventilateur à solution conseillée à maintenir les pinces nasales et gérer les pinces, mais aussi l'embout buccal, parce qu'il va faire... Là, on voit avec les patients tous les... Alors, ça, c'est juste un schéma rapide, comme quoi il faut effectuer la manœuvre de CV forcé, rechercher les critères d'utilisabilité, d'acceptabilité. Si on les a, c'est bon. Si on ne les a pas, il faut reprendre. Critères de reproductivité. Donc, il faut y un cheminement. Ce n'est pas si simple que ça. Si, c'est simple, parce qu'on le fait tous les jours, mais il faut vérifier ces paramètres-là. Ça, les interprétations, la TES, le RS 2025. Alors, l'interprétation des résultats. Ancienne interprétation, vous le savez, donc il y avait le VMS, le rapport de typhno 70% ou le VMS 80% était considéré comme normal. Ce n'est plus le cas. Il n'est pas valide pour les sujets parce qu'il n'était pas valide en 20-75 dans les caucasiens, c'était limité. Donc l'extrapolation était difficile. Actuellement, selon le GLI 2012, elle est basée sur la spirométrie de 74 patients, multi-ethniques, tous les âges, et on se base sur la limite inférieure de la normale ou bien le Z-score. Vous savez ce que c'est, vous avez déjà vu ça. Alors le Z-score, c'est une zone, c'est une valeur qui est sans unité, facile à exprimer. Elle indique la distance en nombre de déviations standards entre une valeur mesurée et une valeur médiane prédite. Ça, c'est normal. Ce qui est là et là, ce n'est pas normal, tout simplement. C'est un intervalle de déviation. Les deux scores contiennent par définition 95% de la population pour la 1,96 et 80% pour 1,64. C'est ça, il faut prendre cette mesure-là. Le Z-score, idéalement, c'est entre moins 64 et plus 1,64. Ça regroupe 90% des sujets normaux. Et au-delà, donc, on a des sujets qui sont supposés être anormaux avec un risque d'erreur de jugement que de 5%. C'est beaucoup plus précis que les autres recommandations, tout à fait acceptable pour la prise en charge des patients. Donc, et quand on utilise 1,96, c'est-à-dire le chiffre 1,96, c'est pour les dépistages, pour réduire un petit peu. Trou ventilateur obstructif, au début, vous voyez, c'est ça la courbe. Au début, le DEP reste normal, malgré un TV au débutant. La courbe inspiratoire, elle est normale, normalement. Puis, on a une cassure. On commence à avoir une cassure de l'enveloppe expiratoire. Vous voyez ça en fonction de la gravité, le degré de l'obstruction. Puis, un déclin rapide du DEP, déclin du VMS 25, mais les volumes, ils sont normaux. C'est-à-dire les débits, un problème de débit, pas de volume. Le volume temps, qu'est-ce qu'on a? Puisque le volume d'air reste inchangé et le débit est plus bas, le patient prend plus de temps pour vider ses poumons. Plus de temps. Donc, il va faire ses 6 secondes, mais le temps, le temps expiratoire doit être plus élevé. VMS est réduit de façon plus importante que la CV. On aura un rapport de typhno qui est diminué. Parce que le VMS, il va diminuer. D'accord? C'est ce qui définit le trou ventilateur obstructif. Critères, définition exacte, c'est ça. Définir syndrome obstructif, la limite, c'est par rapport à la limite inférieure de la normale, le Z-score. Soit la limite inférieure, le Z-score inférieur à 1,64. C'est les paramétrages. Ça, c'est le paramétrage. Hein. Il faut voir avec votre logiciel, avec votre fournisseur. Soit ils vous disent Z-score avec les couleurs, soit avec les Z-scores 1,64, 1,82 avec les chiffres. Il vaut mieux être comme les deux, surtout les chiffres. Sauf pour la BPCO, la définition, c'est autre chose. Ils ont gardé l'ancienne définition, c'est-à-dire typhno inférieur à 70% après bronchodilatateur. Sinon, on ne va pas définir la BPCO en elle-même. Alors, pour le degré d'obstruction, bien sûr, on a dit c'est le VMS. Le VMS en rapport avec c'est-à-dire par rapport le Z-score. 1,65, 2,5, 2,51, 4, 4 et inférieur à 4. Sinon, sauf pour la BPCO, ils ont gardé. Donc, les chiffres de BPCO plus de 80, VMS plus de 80, 54, 79, 49, moins de 30. Ça, c'est clair, vous connaissez ça? Oui? Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, peut-être pour englober plus de patients. La technique, pour la thèse de réversibilité, vous savez, l'inhalation séparée à 30 secondes d'intervalle, 4 bouffées de salbutamol, bêta-dokinase de longue durée d'action, ou bien entre 80, selon les écrits, entre 80 et 160 microgrammes d'hypratropion, ou bien refaire la spirométrie 10 à 15 minutes après. D'accord? Et la définition de 2022,
c'est l'augmentation du VMS post-bronchodilatateur, plus de 10% de la valeur prédite, ou bien, ou les deux, augmentation CV forcée post-bronchodilatateur, plus 10% de la valeur prédite. D'accord? C'est ça la nouvelle. Avant, on parlait de 200 ml, de 12%, etc. par rapport, pas prédit, par rapport pré-test. Maintenant, c'est la valeur prédite, c'est-à-dire de référence. C'est ça la nouvelle définition. Valeur pour la réversibilité, c'est la valeur post-bronchodilatateur, que ce soit VMS ou CV forcé, de la valeur prédite fois 100 sur la valeur prédite. Et on parle de réversibilité complète quand on a une normalisation de ces paramètres. Réversibilité partielle, c'est les critères sont présents, c'est-à-dire ça c'est présent, mais ils ne sont pas normalisés, ils sont encore réduits. Ça donne un peu ça, un exemple. Avant bronchodilatateur, après bronchodilatateur. Alors le restrictif, déjà la courbe, ça vous donne une idée, parce que le restrictif c'est quoi? C'est le volume ou les débits? Les volumes. Donc déjà la courbe, on voit bien que les débits sont normaux et c'est les volumes qui sont réduits. Donc on s'est dit, probablement c'est un profil restrictif. Et là, on voit parfaitement dans la restriction une diminution proportionnelle du VMS et CV forcé, il diminue de la même manière. Ce n'est pas comme l'obstructif. Donc il est défini par quoi? Par le rapport par le CPT, bien sûr. La définition, c'est la plétismographie. Plétismographie, si vous voulez, pour restrictif. Plétismographie avec une CPT inférieure à la limite inférieure de la normale ou bien inférieure à 1,64, s'il vous plaît. Alors, la spirométrie suspecte un profil restrictif. Pourquoi? Comment on le suspecte sur la spirométrie? Pourquoi CV forcé? La capacité pulmonaire totale est égale à quoi? C'est VR plus capacité vitale forcée. Alors on se dit, la spirométrie, c'est comment on suspecte? On se dit, si la capacité vitale forcée est diminuée, bien sûr, par rapport à la limite inférieure sur la spirométrie, c'est les diminuée, probablement la capacité pulmonaire au total diminuée. Pourquoi? Parce que le VR, généralement, il est stable, il ne change pas. Notre volume résiduel, il reste stable. C'est pour ça qu'on se dit, probablement, il y a un profil restrictif, il faut compléter par une plétismographie. Probablement. Je ne confirme pas. Et on confirme par la plétismographie, s'il vous plaît. Et ça, c'est le profil un peu particulier de patient pour les BPCO. Exactement. Alors, la sévérité, en fonction, bien sûr, le rapport de, c'est-à-dire le Z-score, léger, moyen, sévère. Mixte, c'est l'association des deux. Et le TIFNO et la CPT. Et léger, modéré, moyen, toujours Z-score. Ça donne ça. On a des diminutions des débits et des diminutions des volumes. Ça se voit sur la courbe qui est un trouble probablement mixte parce que c'est une spirométrie. On va compléter par la plétismographie pour confirmer le profil restrictif. Alors là, ça résume un petit peu. Ça, c'est une courbe normale. TVO, diminution des débits. TVR, diminution des volumes. Mixte, diminution des débits et des volumes. C'est juste avoir une idée. Alors, le résumé, qu'est-ce qu'il y a? Quand on voit, première chose, bien sûr, on voit quelques paramètres, etc., l'acceptabilité, la reproductivité, etc. On a dépassé tout ça. On voit le rapport de TIFNO. S'il est inférieur à la limite de la normale, ça, ou bien rapport le Z-score, c'est-à-dire probablement, il y a un trou ventilateur obstructif. Là, on va voir la capacité vitale forcée. S'il est inférieur à la limite inférieure de la normale, on va compléter, on se dit qu'il y a probablement une restriction associée, il faut compléter par l'antiplétisme. S'il est normal, c'est un trouble ventilatoire isolé. Si le rapport de TIFNO il est normal, on va avoir un CV. S'il avait inférieur, compléter platisme. S'il est normal, spirométrie, il est normal. C'est tout ce qu'on regarde sur la spirométrie. Rien d'autre. Les petites phares, rien. Ça n'a aucune confirmation. On voit le TIFNO, CV forcé. Et bien sûr le BEV, etc., etc. Mais c'est ce qu'on voit sur la spirométrie. Alors, pour compléter rapidement, il faut vérifier, analyser dans l'autre devant un compte rendu. Les données du patient, la coopération de résultats sous réserve,
les critères d'acceptabilité, reproductivité, l'allure des courbes débit volume, volume temps, les valeurs spirométriques mesurées par rapport aux valeurs, limite inférieure les z-scores. On voit le rapport de Tiflo. Si c'est normal, on va la CVF. Si c'est pathologique, on va voir le VMS-CV forcé. Et bien sûr, il faut regarder les bons chiffres. Il faut savoir regarder et cibler les bons chiffres. Ça donne ça. Donc, on va voir les paramètres du patient, la coopération, les critères d'accessibilité et reproductibilité, donc les courbes, après les valeurs mesurées, les valeurs de référence et les valeurs de seuil. C'est une succession de choses. On ne va pas voir directement. Il faut voir est-ce que tout va bien, Veda. Est-ce que les valeurs sont acceptables, mesurables ou pas. Bien, puis après la conclusion, pour dire que la spirométrie demeure une exploration indispensable en pneumologie, bonne réalisation est primordiale pour qu'elle soit interprétable. L'interprétation selon les limites inférieures à la normale ou supérieure, donc c'est important. Et la redéfinition de la réponse bronchodilatateur, on parle maintenant de 10% VMS-CV forcé par rapport à la valeur prédite bronchodilatateur. Est-ce que c'est bon? C'est clair? Des questions? Alors on va voir des cas cliniques, oui. Du volume. Ah là. جينا إذا شوف جينا وجولد هذوك بوحدهم. Gina ou Gold, ils maintiennent leur définition. Mais les autres pathologies, non. Les autres pathologies, pour être unifiées, pour qu'on parle le même langage, c'est ça, c'est les dernières recommandations. Je sais que Gold, il garde avec 70%, il garde 80% VMS, etc. Gina aussi, ils sont un peu... Ça va venir, hein, parce qu'on doit uniformiser quand même les résultats. Mais c'est bon à savoir ce qui se passe, parce que c'est ce qui est depuis 2022-2019. D'accord. Si on suit le GINA, on ne peut pas dire que c'est réversible. Le millilitre, c'est supérieur à millilitres ou tu parles de pourcentage? Non, de différence. Ah. Par exemple, on trouve le pourcentage, il est par exemple à 11%. Mais on trouve toujours la différence entre le volume prédit, pré et le post. Plutôt post moins le pré, on trouve par exemple 180, 150. Si on suit le GINA, c'est pas réversible. C'est pas réversible, alors que dans la... Oui. Exactement. Ouais, je veux dire, ça va venir. Gina, dans l'asthme et la BP sont un peu particuliers, les autres pathologies. Mais ça va venir, ça va venir. Docteur. Bonjour à tous, je me présente, je suis professeure Gilles Wafay, je suis professeure assistante au service de pneumologie du CHU Ibn de Casablanca. Et avant de commencer, je tiens à féliciter professeur Benjeloun pour sa belle présentation qui est vraiment très enrichissante et claire pour moi-même. D'accord. Et la deuxième partie, elle va être sur un petit peu des cas cliniques ou bien des courbes de spirométrie. On va essayer de déceler les anomalies, d'accord. Et avant de déceler les anomalies, on va voir est-ce que ces courbes-là, ou cette courbe-là, elle va être interprétable ou non interprétable, d'accord. Dans ce qu'on a vu déjà tout à l'heure avec professeur Benjeloun, on va voir en premier les critères d'utilisabilité, d'acceptabilité, puis les critères de reproductibilité avant d'analyser les paramètres de notre malade par rapport à la limite inférieure selon les dernières recommandations de la TS de l'ERS 2022, d'accord. Et on va faire ça ensemble. Donc, j'aimerais bien que ce soit interactif. Je pense qu'il y a un problème technique en premier. Il faut le régler. On a vu, normalement, c'est le BEV, c'est le volume rétro-extrapolé. Normalement, il n'existe pas chez nous, au service, donc il n'existe pas, parce qu'on n'a pas... différentes formes, différentes structures. Malheureusement, c'est un problème de configuration initiale. Oui. Au début, on ne savait pas ce que c'est un BEV, donc on ne le fait pas. Mais normalement, là, si vous avez la capacité de demander ça, vous le demandez. Donc, on va vous montrer différents... Il n'y a pas toujours les mêmes... Oui.
D'accord? Donc, et puis après, qu'est-ce qu'on vérifie? Est-ce qu'il y a un effort de tout au cours de la première seconde? Ce n'est pas le cas. D'accord? Est-ce qu'il y a le plateau? Oui. Et la durée, ça veut dire le temps expiratoire forcé, est-ce qu'il est, il est de combien? Il est de 6. Donc c'est normal. Et puis après, on passe à quoi? À voir l'aspect de la courbe. À votre avis, c'est une courbe qui paraît comment? Donc c'est une courbe qui est bien faite, elle est fermée. Ça veut dire le point de début et le point de départ et le point de la fin, ils sont superposables. Donc c'est une courbe qui est bien fermée avec un DEP qui est pointu. D'accord? Donc à ce moment-là, c'est une courbe qu'on peut utiliser pour interpréter ces résultats. D'accord? Et le premier paramètre qu'on doit interpréter, c'est quoi? Donc le rapport de Tifno, ça veut dire le VMS sur la capacité vitale. Juste à titre... Est-ce que vous voyez que la courbe, elle est normale ou non? D'accord. Normalement, l'aspect de la courbe, il peut vous donner des renseignements sur la fonction respiratoire. Est-ce que le malade il est en train de faire un trouble ventilatoire obstructif ou bien restrictif? D'accord? Pour le cas de notre malade, je voulais juste vous demander que la limite vous informer que la limite inférieure de l'appareil, voilà, la valeur est de référence. Et puis, on a les valeurs de notre malade, c'est là. D'accord. On va calculer, ou bien on va vérifier en premier lieu le rapport de Tifno de notre malade, elle est de 76. D'accord? Et on doit la comparer à quoi? À la limite inférieure, selon les recommandations ATS, ERS et le groupe de Gleam. D'accord? Elle est de combien? 67. Donc, elle est supérieure à la limite inférieure. Donc, il n'y a pas de trouble ventilatoire obstructif. Très bien. Le deuxième paramètre qu'on doit voir, c'est quoi? C'est la CV forcée. Donc, la CV forcée de notre malade, elle est à combien? Elle est à 5,42. Et la limite inférieure, elle est à 3,45. Donc, est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire restrictif probable ou non? Donc, à votre avis, c'est une courbe débit-volume à la limite de la normale. Très bien. Donc ça, cet exercice, on ne va pas le répéter avec vous. On va aller directement droit au but. C'est bon. Pour la deuxième spirométrie, j'ai besoin d'un volontaire. Comme ça, on va faire l'interprétation involontaire. Quelqu'un de Rabat, Tanger, Fès. Donc, pas de volontaire, d'accord? Donc, si vous voyez ici... Ne soyez pas nombreux. D'accord? Donc, le VMS capacité, ça veut dire le rapport de Tifno de notre malade, il est à 57 par rapport à une valeur de 67. Donc, est-ce qu'il y a une anomalie ventilatoire ou non? Donc, il y a un trouble ventilatoire obstructif. D'accord? Le deuxième paramètre qu'il faut voir, c'est quoi? D'accord? Pour évaluer la sévérité, mais ce n'est pas en premier. Il faut le deuxième paramètre, c'est la CV forcée. De notre malade, il est à 6 par rapport à une limite inférieure à 3. Donc, il n'y a pas de trouble ventilatoire restrictif probable. Très bien. Donc, une fois on a un trouble ventilatoire obstructif, qu'est-ce qu'il faut faire? Un test de réversibilité, donc au bêta-2 mimétique ou bien pour voir la sévérité. Obstruction ou non. D'accord. Et il repose sur quoi? C'est-à-dire, on va trouver un trouble ventilatoire obstructif. La première chose qu'on va voir le VMS. Le VMS post. Après la sévérité, automatiquement Optiquement. la réversibilité. D'accord. Donc, le VMS, il est à combien? J'ai une question concernant les Z-scores. Normalement, dans notre cas, Ça ne marche pas chez nous. Ok, donc Voilà. c'est des limites, non. Ça ne marche pas. Vous voyez, On montrer plusieurs, malheureusement. exactement, si vous voyez le Z-score, vous trouvez que le rapport de Tifno, il est normal, alors que ce n'est pas le cas. Il y a un trouble ventilatoire. Donc, c'est pour cela. On avait... D'accord. Donc, une fois on a objectivé le trouble ventilatoire obstructif, il faut évaluer la sévérité par le VMS. Et le VMS de notre patient, il est à 60. Donc, c'est un trouble ventilatoire obstructif qui est comment? Sévère, modéré, léger, très sévère. Donc, modéré, d'accord? Parce que la limite, il doit être entre quoi et quoi? Entre 50 et 80. Très bien. Donc, et puis après, on va faire le test de réversibilité au bêta-2 mimétique et on objective que
Est-ce qu'il y a une réversibilité ou non? Et comment on calcule cette réversibilité? Normalement, il doit être VEMS supérieur à 10%. Mais comment on calcule? C'est le VEMS pré moins le VEMS post moins le VEMS pré sur le VEMS prédit qui doit être supérieur ou égal à 10. Donc, est-ce que c'est le cas pour ce malade? On a fait l'exercice. On a calculé. C'est moins de 10. Donc, c'est un trouble ventilatoire obstructif modéré, non réversible. Très bien. On passe au deuxième cas. Normalement, non, c'est pas le. Il faut voter. Calculer avec l'ancienne méthode par rapport Au pré. Mais j'ai pris du mal. Tout ça, c'est le paramétrage. C'est-à-dire qu'on doit, parce que les définitions sont peu, on doit suivre les. L'équation, on doit changer l'équation avec le fournisseur. D'accord. Donc, pour le troisième cas, qu'est-ce que vous trouvez, ou quelle est l'anomalie que vous objectivez sur l'aspect de la courbe? Est-ce qu'il vous paraît que la courbe elle est normale? Probable, oui. Parce qu'on voit que les débits ils sont normaux alors que les volumes ils sont diminués. Donc, c'est plus en rapport avec un trouble ventilatoire restrictif probable. Donc, on va voir les paramètres. D'accord. Si vous voyez ici, on va trouver que le rapport de Tifno il est normal, donc il n'y a pas de trouble ventilatoire obstructif. Par contre, il y a un trouble ventilatoire restrictif qui est probable, reste à compléter par la plétismographie, d'accord, pour confirmer ce trouble. Pour le quatrième cas clinique, vous voyez que c'est donc on va commencer toujours par le rapport de Tifno. Là, c'est 66, donc par rapport à 63, donc il n'y a pas de trouble ventilatoire obstructif. D'accord. Et est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire restrictif ou non? Non, il n'y a pas de trouble ventilatoire restrictif. Donc, plus ou moins, c'est une courbe normale. Très bien. Maintenant, juste en voyant la courbe, donc c'est TVO, obstructif. La restriction, elle existe ou non? Juste en voyant la courbe avant de comparer les paramètres. D'accord, si vous voyez, c'est le VEMS de notre malade. Attends. Donc, notre malade, il a un rapport de Tifno à 39 par rapport à une limite inférieure à 64. Donc, il a déjà un trouble ventilatoire obstructif. Et la CV, elle est à 1,74. Donc, il est déjà basse. Donc, c'est un trouble ventilatoire mixte. Donc, probable parce qu'on sait déjà que la restriction, il va être confirmée par la plétismographie. Donc, on passe à quoi maintenant? À voir quoi? La sévérité de l'autre trouble ventilatoire obstructif. À votre avis, il est comment? Attends, il est à 23. Donc, il est inférieur à 30. Donc, sévère. Est-ce qu'il est réversible ou non? On a calculé, c'est réversible au-delà de 10. Normalement, il faut faire... Si vous voulez, vous pouvez faire le calcul. Elle est plus de... Elle était à 11, c'est à 12, à peu près. D'accord. Donc, c'est dans un autre cas. Donc, est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif ou non? Normalement, on a besoin de la limite inférieure, mais il manque ici. Donc, on va passer à un autre cas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a? Le trouble, ici, un trouble ventilatoire obstructif, et en même temps, est restrictif probable. Donc, comment on va évaluer la sévérité de trouble? Comment tu évalues la sévérité de trouble ventilatoire obstructif? Ça reste modéré, d'accord. Et toujours, il est réversible ou non? Si vous voyez, il n'y a pas un gain, donc il est non réversible. Juste en voyant la courbe, vous voyez qu'il n'y a pas de réversibilité. Très bien. On passe à... D'accord. Toujours, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un trouble ventilatoire. D'un autre cas. D'accord. Donc, si vous voyez pas de trouble ventilatoire obstructif, il n'y a pas de trouble ventilatoire restrictif, et la courbe, il vous paraît sensiblement normale. Sauf que, apparemment, ça, c'est un patient qui est asthmatique, donc il a bénéficié d'un test de réversibilité pour voir est-ce qu'il y a une amélioration de la ration. Réversibilité des paramètres. Oui. Parce que dans l'asthmatique, on fait justement ce test-là pour voir est-ce qu'il y a une amélioration qui est en faveur de l'asthme. En faveur. C'est une petite exception. D'accord.
Donc ça, on va se baser sur deux limites, la limite inférieure et en même temps le Z-score. Surtout le Z-score. Qu'est-ce que vous voyez? En interprétant le Z-score, il y a déjà un trouble ventilatoire obstructif, d'accord? Il est où? Désolé. Donc on voit déjà, il est inférieur à la limite inférieure, d'accord? Et pour la CV, il y a aussi... Et pour la CV, c'est les deux troubles ventilatoires obstructifs et restrictifs. Oui, c'est le cas. Vous voyez que la CV, la CV forcée, elle est aussi un petit peu diminuée. Donc c'est un trouble ventilatoire qui est mixte. Juste en voyant le Z-score, on peut deviner ça, d'accord? Et sauf... Dans la configuration qui vous donne les chiffres aussi. Oui, c'est pas le cas. Parce qu'il y a un 64, c'est pas ça nous permet de classer. Non, normalement. L'idéal, justement, ça c'est de la configuration avec tout ça, ça existe dans le logiciel. Oui. On va avec le fournisseur. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est des coches, c'est des cases à cocher. C'est bon? Là, je vais avec le cas pour dire comme quoi Z-score vous donne une information, est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif et restrictif probable, mais il ne donne pas le degré ou bien la sévérité. On a le chiffre pour savoir est-ce qu'il est inférieur à moins 65. Sinon, on va se référer au pourcentage. Exactement, au VEMS, pour dire est-ce qu'il est sévère, modéré ou bien très sévère. Dans les comptes rendus, malheureusement. Donc, on va passer. Donc, On va passer d'autres courbes pour voir est-ce qu'ils sont interprétables ou bien non interprétables. À votre avis, pour cette courbe, donc en utilisant les critères d'acceptabilité, d'utilisabilité, est-ce que vous voyez la courbe, est-ce qu'elle n'est pas fermée? Donc la courbe n'est pas fermée, donc il n'est pas interprétable, on ne va pas prendre exactement. Ça veut dire que les paramètres déjà donnés ne sont pas interprétables. Donc deuxième, il y a une hésitation. Normalement, on va voir une courbe qui est expiratoire, qui est forcée et profonde. Oui, plus. Mais la durée, ça veut dire le temps d'expiration, il est conservé. Il est à 6. Il y a un retard du VMS, le VMS va être plus grand, moins. C'est interprétable. Donc, la première vue, qu'est-ce que vous voyez? Qu'il y a un effort de tout à la fin de l'expiration, donc ce n'est pas une courbe qui est interprétable. Très bien. Elle est crochetée, exactement. Normalement, on cherche le crochetage au cours de la première seconde, mais quand même, s'il existe à la fin de l'expiration forcée, on va considérer que, oui, exactement, on va considérer que la courbe n'est pas interprétable et refaire un autre test. On passe, d'accord. Ici, on va voir quoi? Notre type on n'a pas de plateau, d'accord, et on n'a pas une courbe. Plus ou moins, il n'est pas fermé, ça veut dire le point de départ et de fin, ce n'est pas interposable. Et la durée, ça veut dire le temps expiratoire forcé, on a besoin au moins de 6 secondes. Ce n'est pas le cas. S'il n'y a pas 6 secondes, ça fait une courbe à éliminer. Il y a les 6 secondes, il n'y a pas le plateau, il y a beaucoup de choses. Le départ. Oui. Il y a tellement de paramètres. Juste que le BEV, c'est dans ce cas, oui, le BEV, on arrive à le voir. Voilà le BEV. Normalement, c'est pas correct. C'est quoi exactement le BEV? C'est le gaz expiré une seconde avant le début de l'effort. Ça veut dire d'une expiration qui est forcée. Et il doit être inférieur normalement à 5% de la CV forcée. Mais normalement, par exemple, là, ils ont fait ça, malheureusement, une seconde avant le T0. Malheureusement, ils n'ont pas coché sur la case le chiffre du BEV. Oui. Pour avoir le résultat. Non, je ne vais pas reprendre la réglette, je vais mesurer, etc. Donc, voilà, malheureusement. Vous voyez, c'est nous qui devons régler tout ça. C'est nous, c'est les médecins. Oui. Alors, on avance. Oui, c'est ça, on avance. Il y a d'autres courbes. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez que cette courbe, est-ce que la courbe est interprétable? D'accord, c'est bon. Pour la courbe débit-volume, il vous paraît, elle est normale. Par contre, la courbe volume-temps, le temps expiratoire forcé, c'est 2 secondes, donc ce n'est pas suffisant pour interpréter la courbe. Pour ce cas, toujours, ça veut dire moins de 6 secondes, et il n'y a pas la courbe, elle n'est pas fermée. D'accord? Toujours moins de
Il n'a même pas eu 2 secondes, donc la courbe n'est pas interprétable et même les données. Donc à ce niveau-là, je pense la courbe elle est fermée, mais si vous voyez, dans ce cas-là, il y a une hésitation, oui, au début. Ça veut dire que le malade, il n'a pas commencé par une expiration qui est forcée. Il a hésité en premier, puis après, il a continué l'effort. Et moins de 2 secondes, et il n'y a pas de plateau. Toujours dans ce cas, il y a moins de 6 secondes. Donc la courbe, elle ne va pas être interprétable, ni les données. Il n'y a pas de Professeur, mais on peut... Oui. On veut vraiment être méticuleux. Oui. La J'essaie. calibration, là, c'est pas de plateau et ça dépasse, c'est-à-dire calibration. Mais en respectant les recommandations et les critères, il n'est pas utilisable. Toujours, c'est une courbe qui est fermée, mais le temps expiratoire, il est inférieur à 6, donc on ne va pas l'interpréter, on passe à autre examen, sans dépasser 8 examens par... Oui, très bien, merci à vous. Je vous remercie, professeur Gillot, pour votre présentation. Alors, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a été, que c'était intéressant. Vous avez appris des choses, confirmé des choses. Je sais que vous savez déjà beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions, des compléments, des remarques? Merci beaucoup pour votre présentation. Avec plaisir. À très vite, n'hésitez pas. Merci.